Bonjour à tous au cinquième rendez-vous des troisièmes rencontres sanitaires apicoles en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous vous rappelons que ce webinaire est co-organisé par l'ADA, la FRGDS et les GTV qui ont mobilisé leurs compétences et ont mis en place une campagne de conférences, d'information et de formation pour la santé de l'abeille à destination de l'ensemble des apiculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce webinaire est le troisième d'une série de 4 sur le thème de la lutte contre le varroa, premier facteur de mortalité des abeilles. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Tout d'abord, on va voir comment on fait un point sanitaire sur sa colonie, justement, pour faire le point sur les traitements varroa. Ensuite, on va regarder comment on fait un point concrètement sur le suivi d'infestation, les seuils qu'on recherche à cette période de l'année, et ensuite, si on dépasse ces seuils, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles décisions on peut prendre et les méthodes qui y sont associées. On aura ensuite le témoignage d'une apicultrice, et en fin de présentation, on parlera de l'efficacité des traitements, les explications sur parfois les problèmes qu'on peut rencontrer, et puis on abordera la notion de pharmacovigilance. Pour s'assurer de l'efficacité du traitement, il faut faire le tour des ruches. L'automne arrive, on commence à préparer l'hivernage, on est même tout à fait dedans. On regarde l'état des réserves, l'apiculteur regarde la force de ses colonies, la dynamique de ponte et bien sûr, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'état sanitaire des colonies. On regarde de manière très attentive ces colonies à cette période de l'année. La plupart d'entre vous ont déjà des ruches en traitement. Pour ceux qui utilisent des lanières, il y en a qui ont tout à fait fini leur traitement. Ceux qui utilisent des traitements plutôt flat, par exemple encagement et puis médicaments à base d'acide oxalique. Il faut vérifier à cette période de l'année qu'on ne voit pas des signes de varrose. Et les signes de varrose, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, c'est la présence de varroa. Donc, si on voit des varroas sur les cadres, sur les abeilles, sans même parfois les chercher, c'est qu'il y en a beaucoup. On peut avoir également des déformations sur les abeilles. Ça doit interpeller. Sur le couvain, on va avoir un ensemble de symptômes qui doivent nous faire penser au varroa. Ce n'est pas un seul symptôme, c'est-à-dire que, par exemple, le couvain mosaïque dont on va parler, c'est un symptôme qu'on retrouve dans plusieurs maladies, notamment les maladies du couvain, telles que les loques. Mais si on met bout à bout l'ensemble des symptômes qu'on va décrire aujourd'hui, eh ben, ça doit nous faire penser vraiment à une varrose sur le. Donc, tout d'abord, c'est le couvain mosaïque. Donc là, vous avez un bel exemple. Qu'est-ce qu'un couvain sain? Déjà, un couvain sain, qu'est-ce que c'est? C'est un couvain régulier avec des œufs, des larves ou des nymphes, mais qui sont de manière concentrique et de même stade. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a du couvain operculé, on a des larves de différents stades. Ici, peut-être on a des œufs. Donc ça, c'est vraiment typique du couvain mosaïque, ce couvain tout morcelé. Après, qu'est-ce qu'on observe également? On observe des cadavres de nymphes desséchés, là, au fond des cellules. Et puis, ici, des opercules percés d'un petit trou. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on en a deux à ce niveau-là. Et on en a aussi, là, en bas à gauche, des opercules percés d'un petit trou. Un autre couvain infecté par le varroa, donc également un couvain mosaïque, hein, et on a d'autres choses. On a des alvéoles désoperculées dans lesquelles il y a des nymphes. Donc on voit très distinctement les nymphes qui devraient être recouvertes hein, par le chapeau d'opercule. Il y en a même certaines qui sont cannibalisées. Là, on voit que cette larve-là, elle a été grignotée. Et puis, on a ces abeilles mortes, qui sont des abeilles naissantes et qui sont mortes à la sortie de l'alvéole avec la langue sortie. Donc là, on voit la langue sur la gauche, celle-ci, la langue vers le haut. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de symptômes. Ça doit vous interpeller. Et quand vous observez ça, c'est qu'on est déjà sur des signes de varrose avancés. Et là, il y a urgence à agir. Je dirais, là, on va parler tout de suite après du comptage des varroas. Une fois qu'on observe ça, c'est presque même pas la peine de compter. C'est que là, vous êtes fortement infesté
et qu'il y a urgence à agir. On va vous expliquer ensuite les actions que vous pouvez mettre en œuvre. Donc ça, c'est cette étape-là, elle est importante à mettre en œuvre à cette période de l'année, si vous avez fini vos traitements, mais même si vous êtes en cours de traitement. Là, par exemple, pour ceux qui utilisent des lanières, vous êtes à la période sûrement où on doit repositionner les lanières. Donc, à l'occasion de cette visite, observez les colonies. Faites pas juste déplacer les lanières, regardez bien vos colonies. Quand on n'observe pas ces symptômes, et on peut quand même activer l'infestation avec un comptage, et c'est ce que Marie va vous expliquer. Bonjour à tous. Alors oui, faire le bilan de l'état sanitaire de ces ruches, c'est bien sûr, comme l'a dit Adeline, bien observer les symptômes de varose et les rechercher même. Mais attention, ça ne suffit pas toujours parce qu'effectivement, une ruche qui est trop infestée, si on est bien certain qu'à un moment donné, elle va présenter des symptômes de varose, eh bien, au tout début, même quand on franchit le seuil d'infestation varroa, il n'y a pas toujours tout de suite les symptômes de varose, mais par contre, la ruche est déjà trop infestée. Parce que Adeline me disait, effectivement, quand on observe des symptômes de varose, c'est déjà un stade avancé de la maladie. Et s'il faut agir vite, on n'est pas sûr de pouvoir tout de suite récupérer, enfin réagir à temps, quoi. Donc, en amont de l'observation de symptômes, la seule façon de s'assurer qu'une ruche, elle n'est pas trop infestée, la seule façon de s'assurer que nos traitements, ils ont été efficaces, c'est de faire des comptages de varroa phorétique. Cette pratique-là, on l'a déjà présentée lors d'un précédent webinaire, donc je pense que vous pouvez d'ores et déjà retrouver la vidéo où on explique bien la méthode sur la chaîne YouTube de la FRGDS. Adeline, tu pourras peut-être confirmer, mais je pense que elle est déjà en ligne. Voilà. Et donc je vous invite à aller la voir si vous avez besoin de vous faire un petit rafraîchissement de connaissances là-dessus. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante ? Pardon, excuse-moi. Alors, quels sont les seuils à ce moment-là de l'année sur lesquels on se base pour vérifier que les traitements d'été, ils ont été suffisamment efficaces, pour vérifier que les ruches, elles ne sont pas trop infestées, et donc qu'on va se placer dans les meilleures conditions pour faire un bon hivernage et pour avoir des abeilles qui tiennent jusqu'au printemps. Le seuil, nous, qu'on aime bien garder à l'esprit, c'est le seuil de 2% actuellement. Donc 2 varrois phorétiques pour 100 abeilles. Les varrois phorétiques, c'est bien sûr les varrois qui sont présents sur les abeilles adultes de la colonie. Et quand on fait des comptages sur l'ange, si on préfère cette méthode-là, à ce moment-là de l'année, il ne faudrait pas dépasser plus de 1 varroa qui tombe sur l'ange par 24 heures d'observation. Alors, donc ça, c'est vrai que c'est un seuil qu'on aime bien garder à l'esprit, ce seuil de pas plus de 2 varrois pour 100 abeilles. Mais attention, je veux dire, quand on fait des comptages varroaphorétiques à ce moment-là de l'année, l'interprétation des résultats de comptage, elle n'est pas toujours si évidente que ça. C'est une mesure qui doit absolument être relativisée avec d'autres paramètres, qui sont les quantités de couvain et la qualité du couvain. Donc la qualité du couvain, Adeline en a parlé, c'est l'observation de voilà, s'il n'y a pas de couvain mosaïque, etc., s'il n'y a pas de symptômes de varose, mais aussi les quantités de couvain. Parce qu'à ce moment-là de l'année, courant septembre, et même des fois si on fait les comptages un peu tard en octobre, il faut savoir que les quantités de couvain, elles varient énormément d'une ruche à l'autre, d'une région à l'autre. Et en fait, il y a un truc tout simple, mais l'air de rien, il faut l'avoir quand même en tête, c'est que si on a très peu de couvain fermés dans les ruches, c'est tout à fait normal que du coup, on trouve beaucoup de varrois au stade phorétique, donc présents sur les abeilles adultes. Donc, j'ai tendance à penser que parfois, sur des colonies qui sont très populeuses et qui ont, en parallèle de ça, drastiquement réduit la quantité de couvain dans les ruches, donc où on trouverait par exemple seulement des petites surfaces de couvain comme ça dans les colonies, et bien, si on dépasse un petit peu le seuil de 2%, si on est un petit peu au-dessus, c'est pas forcément grave parce qu'on voilà, on est capable de se dire bon, alors, il n'y a pas encore de symptômes, il n'y a pas de symptômes de varose. C'est vrai que je dépasse 2%, mais en parallèle de ça, j'ai des colonies qui sont
saines, qui sont populeuses. Vraiment, il y a du monde dans les ruches. Et effectivement, il y a peu de couvains. La reine, elle a déjà réduit sa ponte parce qu'elle a suffisamment d'abeilles d'hiver dans la ruche. Donc, c'est pas toujours, on n'est pas toujours obligé de s'affoler quand on a quand on dépasse un petit peu le seuil de 2%. Mais voilà, il faut pouvoir toujours faire un bilan un peu plus poussé que juste se baser sur la mesure de comptage varroa-phorétique. Et dans le cas où on dépasse le seuil de 2% et qu'en parallèle de ça, on constate que les colonies, elles ne sont pas suffisamment populeuses et qu'elles ne sont pas en très bonne santé, on observe déjà des symptômes de varose ou quoi, il faut pouvoir envisager rapidement un traitement de rattrapage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité quand il faut faire un traitement de rattrapage à ce moment-là de l'année? La solution la plus facile, c'est de faire un traitement médicamenteux à base d'acide oxalique. Mais pour cela, il faut pouvoir se placer dans des conditions hors couvain. Donc, on peut choisir par exemple de faire du retrait de couvain. Soit on le détruit par griffage, soit on l'exporte et on le congèle. On peut aussi choisir de faire un encagement automnal si on n'a pas fait déjà un encagement en été. Et après, il y a des méthodes qui peuvent utiliser de l'acide formique en préparation médicamenteuse. Mais ça, voilà, faut faire bien attention quand on l'utilise. Alors, pour s'orienter au mieux, pour choisir ce qu'on veut faire comme traitement de rattrapage, donc soit retrait de couvain, soit engagement, soit autre chose, il faut déjà pouvoir faire un petit bilan. La première chose, c'est la première question que je vous incite à vous poser, c'est est-ce qu'il est urgent de traiter les ruches? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut pouvoir réagir demain ou même aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut se permettre d'attendre 3 semaines, par exemple, si on choisit de faire un encagement automnal? Alors ça, c'est possible, mais il faut que les colonies soient suffisamment pas trop malades et qu'elles soient suffisamment populeuses pour pouvoir supporter un encagement. Donc voilà, déjà, on se demande quelle est la force de mes colonies? Est-ce qu'il y a déjà des symptômes de varroa, de vareuse dans les ruches? Est-ce qu'il est urgent de traiter ou est-ce qu'on peut s'accorder un petit délai pour faire les traitements? Et aussi, il faut bien sûr se questionner sur les moyens dont on dispose. Qu'est-ce que j'ai comme temps? Comment est-ce que je vais m'organiser? Est-ce que j'ai déjà le matériel qu'il faut pour pouvoir faire le traitement que j'envisage? Voilà. Faire un petit point déjà pour ne pas se précipiter et choisir la bonne méthode. Alors, si on veut faire un traitement de rattrapage qui utilise une solution médicamenteuse à base d'acide oxalique, on va se poser la question, est-ce que je fais du retrait de couvain ou est-ce que je griffe le couvain ou est-ce que je choisis d'encager la reine pour créer une rupture de ponte qui va permettre une action optimale de l'acide oxalique, de la molécule. Comment choisir? Alors voilà un petit schéma décisionnel qui permet de s'orienter un peu plus facilement vers une méthode ou l'autre. En général, on favorise l'encagement sur des colonies qui sont assez populeuses pour le supporter. Donc déjà, si on a des colonies qui sont assez populeuses, c'est-à-dire qui sont sur au minimum 6 beaux cadres d'abeilles, des colonies qui n'ont... Il faut aussi qu'on soit dans une situation où les colonies, elles n'ont pas encore de couvain symptomatique, on peut choisir l'encagement. Parce que l'encagement, voilà, il faut quand même garder en tête qu'on pourra faire le traitement que 21 jours plus tard. Et donc, pendant ces 21 jours-là, il faut que la colonie, elle soit suffisamment forte et saine pour supporter cette période et supporter la pression varroa pendant toute la durée de l'encagement. Et si on veut s'orienter vers du retrait de couvain ou du griffage du couvain, c'est souvent quand on a besoin d'agir rapidement sur les colonies. Donc, c'est en général quand les colonies, elles ne sont pas assez populeuses. On voit que la grappe, elle est assez petite, qu'on va vite avoir du couvain symptomatique. On l'observe déjà un petit peu ou alors il est déjà bien installé. Et puis, si les quantités de couvain sont faibles, c'est assez facile d'exporter d'exporter le couvain ou alors de le griffer. Mais en tout cas, dans le cas où une colonie elle est faible, elle est petite et qu'il faut intervenir rapidement,
on s'oriente plutôt vers du retrait de couvain, vers du griffage, parce que ça nous permet de rapidement faire baisser la pression varroa et soulager les abeilles. Alors, quelques photos maintenant. Ça, c'est des photos de cages qu'on peut utiliser pour faire de l'encagement automnal. Il y a le modèle cage Scalvini, que vous connaissez sans doute plutôt pour de l'encagement d'été. Eh bien, il faut savoir qu'il est tout à fait utilisable à l'automne pour faire un traitement de rattrapage et on peut même l'utiliser pour faire des encagements hivernaux pour bien s'assurer de l'efficacité des traitements hivernaux. Voilà. Et après, il y a le modèle de la cage MENA que nous, on a utilisé. C'est une cage en demi-lune qui prend la place d'un cadre dans la colonie. Et en fait, la reine est placée à l'intérieur. Et ce qui est pratique, c'est qu'elle peut se déplacer dedans pour suivre les mouvements de la grappe et ne pas se retrouver isolée toute seule dans un coin de la ruche. Et ce qui est pratique aussi, c'est que, vous voyez, il y a un bouchon rouge sur la cage MENA. Il y a également une petite barrette verte sur le dessus, sur la tête de cadre, la tête de la cage. Et en fait, ça permet à la reine de se décager toute seule. Enfin, quand on veut faire le décagement, on n'a juste qu'à faire, s'il fait par exemple trop froid, je ne sais pas, hein, parce que quand on fait un encagement automnal, on peut aussi se dire, bah voilà, le moment de libérer la reine, ça tombe au moment où il fait froid. On n'a pas envie de lever les cadres et de déstructurer la grappe. Et donc, on peut se permettre de juste simplement venir faire sauter la petite barrette verte et donc laisser le temps à la reine de se libérer seule sans qu'on ait besoin de lever le cadre. Et aussi, on peut utiliser, je n'ai pas mis la photo, mais vous pourrez regarder par vous-même par ailleurs, et on peut aussi utiliser des modèles de cages chinoises qui fonctionnent également très bien. Il y a même des apiculteurs, des apicultrices qui utilisent les modèles de cagettes chinoises. C'est des toutes petites cagettes qui font un peu la taille d'une boîte de tic-tac, qu'ils utilisent en hiver et même à l'automne. Donc, il n'y a pas de problème non plus. On peut utiliser tout type de cage pour faire l'encagement automnal pour un traitement de rattrapage. Ça, c'est une photo de la destruction de couvain par griffage. C'est une pratique qui n'est pas très agréable à faire parce qu'on en met partout et parce qu'en fait, on ne fait pas trop ce métier non plus pour détruire du couvain. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, surtout à cette période-là de l'année où on sait qu'elles constituent leurs abeilles d'hiver. Mais pour autant, quand il faut agir contre varroa, il vaut mieux choisir de détruire du couvain et de traiter efficacement plutôt que de ne rien faire. Donc, quand on fait du griffage de couvain, il y a quelque chose qui est important, c'est de bien détruire le couvain et de ne pas simplement le désoperculer. Parce que si juste on le griffe en surface, eh ben, les abeilles, elles vont juste venir derrière refermer l'opercule et c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, quand on griffe du couvain, déjà, on espère qu'il n'y ait pas trop de surface à griffer, mais il faut absolument venir vraiment détruire le couvain avec le lève-cadre. Et vraiment, il faut détruire les nymphes, les larves qui sont dessous. Il ne faut pas se contenter de griffer le couvain fermé. Il faut aussi pouvoir griffer les grosses larves parce que, en général, quand on fait du griffage de couvain, on ne traite pas à l'acide oxalique tout de suite après. On leur laisse un laps de temps entre 24 et 48 heures on laisse le temps aux abeilles de venir nettoyer tous les résidus de griffage et de couvain détruits pour qu'elles fassent du propre dans la colonie et que nous, derrière, on puisse venir traiter avec une solution médicamenteuse à base d'acide oxalique. Donc, quand on fait ça, on traite aussi les grosses larves, puisque sinon, 48 heures après, on prend le risque qu'elles soient operculées. Merci Marie. Maintenant, nous allons un témoignage d'une apicultrice qui va nous parler de son expérience de l'année dernière. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ton micro est fermé. Bonjour, je suis apicultrice amateur en Isère, dans les terres froides entre Lyon et Grenoble, dans le département, oui, j'ai déjà dit, dans le département de l'Isère. Et quand est-ce que vous avez commencé l'apiculture? J'ai commencé en mai 2021. J'ai acheté 2 colonies et sur ces 2 colonies, j'ai fait 3 essaims en 2021. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière pour vous?
Alors, j'ai fait un comptage au sucre glace j'ai fait un comptage au sucre glace le 25 juillet, après avoir enlevé mes dernières hausses et avant de poser mes bandelettes à Pivard. Et j'avais un taux d'infestation de 8%. Je ne me suis pas inquiétée parce que c'était ma première année. Et j'ai ensuite refait un contrôle un mois plus tard. Et notamment sur les colonies que j'avais achetées, pas sur les essaims. Et j'avais un taux identique, voire supérieur. Entre-temps, vous aviez mis en place un traitement, il me semble, hein, c'est ça? Oui, j'ai mis des bandelettes à Pivard. Ouais. Ok, donc juste après le premier comptage, fin juillet. Voilà. Et un mois plus tard, vous aviez observé vos colonies. Et du coup, ouais, j'ai observé mes colonies et il y avait absolument tous les paramètres qui ont été présentés ce matin. Là, on voit des photos et c'est vrai qu'on retrouve les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure. Ouais. Et surtout, la première chose qui m'a alertée, c'est que les abeilles, ça se voyait qu'elles n'étaient vraiment pas du tout en forme. J'avais l'impression d'avoir une colonie d'abeilles zombies. Clairement, c'était ça. Voilà, ça se voyait que quelque chose clochait. Il y avait des ailes déformées, il y avait du couvain avorté, il y avait une baisse de vitalité générale. C'était criant. Donc, et là, ensuite, votre réaction suite à ces observations? J'ai appelé mon ami Michel Carfon qui m'aide quand j'ai des soucis. Et du coup, il m'a conseillé de faire du retrait et destruction de couvain. Donc, j'ai enlevé tous les cadres comme celui qu'on voit à droite, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de couvain. Je les ai congelés et j'ai gardé ceux qui avaient le moins de couvain possible. Et donc, au final, l'opération a fait que les colonies, elles sont passées de 8 cadres à 4 cadres. Elles ont été vraiment dégraissées drastiquement. Ok. Et ensuite, les cadres, vous en avez. Donc, il y en a que vous avez congelés, d'autres que vous avez gardés. Et puis ensuite, j'imagine que vous avez effectué, là, comme expliquait Marie, un traitement avec l'acide oxalique. Ouais, alors avant de faire ça, j'ai griffé, là, comme on a dit, là, j'ai griffé tout le couvain que j'ai laissé dans la colonie, je l'ai griffé, j'ai laissé 24 heures. Et ensuite, oui, j'ai appliqué de l'acide oxalique, 5 millilitres par intercadre, au bout de 24 heures et 8 jours plus tard. Ok. Et quel a été le résultat là sur les 2 colonies que vous aviez Eh bien, elles sont toujours vivantes, elles sont là. Et elles ont passé l'hiver. Et il y a une reine qui n'a pas survécu, mais le remération s'est bien passé. Et l'autre reine, elle est toujours là et elle pond super bien. Et tout le monde va bien. Et qu'est-ce qui a été difficile pour vous là, sur cette expérience qui finalement est une réussite, mais Ouais, mais au moment de le faire, c'était assez difficile. C'était pas très agréable de griffer le couvain, de voir les abeilles dans cet état. Ouais, c'était c'était pas agréable. Mais bon, j'ai fait ça en me disant que si je faisais rien, de toute façon, c'était clair et net que il n'y allait pas avoir de suite. Ce qui a été difficile, je pense que les 8% au mois de juillet auraient déjà dû m'alerter. Mais du fait de mon inexpérience, je me suis dit ça va. Et aussi, je pense que mon erreur, ça a été de ne pas contrôler directement l'infestation quand je les ai achetés au mois de mai pour avoir un état de base. Et peut-être que ça m'aurait permis déjà de faire des choses dès le mois de mai en ayant un comptage datant du mois de mai. ok, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça montre que même avec peu d'expérience, on peut arriver à faire des choses qui réussissent, même sur des rattrapages comme ça où c'était sûrement pas gagné d'avance. Non, c'était cuit même. Merci beaucoup. Merci. Je laisse la parole à Olivier. Merci, bonjour à tous.
Après ces témoignages et ces descriptions, on va essayer de faire la part des choses sur les problèmes d'efficacité qu'on peut rencontrer régulièrement sur le terrain. Alors, le son n'est pas très bon, Olivier. Je m'entends pas. Je sais pas si... Désolé. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai le micro. Papa. Ouais, Parler plus fort. Ouais, voilà, peut-être. Ouais, C'est peut-être ça le problème. Je disais, on va essayer de faire la part des choses de ce qu'on rencontre sur le terrain au niveau des problèmes d'efficacité, en sachant qu'on a souvent tendance à confondre, mélanger l'efficacité réelle d'un traitement et la résistance potentielle des populations de varroa aux principes actifs qui sont utilisés. Pour mémoire, un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché est composé d'un principe actif ou de plusieurs principes actifs, de molécules, et d'excipients qui vont favoriser la fusion des médicaments. Et tout ça est mis d'une forme qu'on appelle la galénique, par exemple des lanières, il s'agit d'armoires ou de pistons. Et l'efficacité du traitement médicamenteux, elle va dépendre de l'utilisation qui est faite par l'applicateur, l'apiculteur. Cet apiculteur a un rôle fondamental, je vais détailler après. Déjà, de par l'observation de la dynamique des colonies, effectivement. Je pense qu'il faut que tu parles bien fort, Olivier, parce que vraiment, c'est très compliqué de te comprendre. Ah oui. Essaye de parler bien distinctement et bien fort, si oui, possible. Désolé. Donc, l'apiculteur a un rôle fondamental de par déjà l'observation de ces colonies. Observation de la dynamique des colonies, quantité de couvain, tout ça, ça a déjà été dit. Deuxième rôle fondamental de l'apiculteur, en utilisant un médicament, il faut qu'il respecte absolument ses conditions d'utilisation. Dans le cadre du résumé des caractéristiques produits, qu'on appelle les RCP, et il y a des notices qui sont fournies avec les médicaments et il faut effectivement respecter correctement ces notices pour avoir espéré une efficacité optimale. Il faut savoir aussi que selon la présentation d'un médicament, on peut avoir des principes actifs identiques, mais on peut avoir des efficacités qui seront différentes de par le mode d'action, de par la présence, l'absence de couvain. Et donc, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte pour, au final, obtenir une efficacité optimale. Enfin, dernière problématique, effectivement, c'est la problématique qui peut être liée à la présence de souches de varroa qui sont devenues plus ou moins résistantes aux principes actifs. Voilà. Donc, l'efficacité réelle est assez difficile à évaluer sur le terrain. Donc, on l'a vu, elle dépend des dynamiques des populations. La présence de couvain étant vraiment un facteur le plus important, puisque peu de médicaments ont une action sur le couvain operculé pour aller attraper et tuer les varrois qui sont cachés sous les opercules. Les conditions d'utilisation, on l'a dit, lorsqu'elles ne sont pas respectées par le mauvais usage, par exemple un mauvais positionnement des lanières, des lanières qui sont propolisées, qui sont hors grappe, une utilisation trop tardive en saison, une utilisation en dehors des conditions connues pour favoriser l'efficacité du traitement, par exemple la température externe, l'activité des abeilles, tout ça sont des choses qui vont énormément influer sur l'efficacité réelle du traitement. Les conditions de conservation aussi des médicaments, à savoir que certains médicaments, une fois ouverts, sont plus efficaces quelques mois ou une année après. Le taux d'infestation initial en varroa, bien sûr, on l'a vu, est fondamental à connaître. Les problématiques des réinfestations de par les ruchers environnants, même de par les colonies qui sont plus ou moins infestées dans les ruchers, sont des choses qui viennent impacter l'efficacité des traitements, d'où la nécessité absolue de traiter toutes les ruches du rucher, si possible, de la même manière.
Les manques de sensibilité des varrois aux principes actifs peuvent quelquefois venir de doses devenues trop faibles, par exemple sur des lanières qui ont été laissées trop longtemps. Il y a des temps d'utilisation à respecter et au-delà d'un certain temps, le varroa est encore en présence de principes actifs, mais une quantité qui ne va pas permettre de le détruire, de le tuer, et ça peut induire la sélection de souches résistantes. Enfin, on peut suspecter quelquefois des problèmes de défaut de médicaments, soit défaut de fabrication, mauvaise qualité de substance active, une dose qui n'est pas correcte, un défaut de la préparation de la galénique, donc encore un facteur qui peut engendrer un manque d'efficacité. Donc ça fait pas mal de choses qui peuvent influer et c'est très difficile sur le terrain de faire la part des choses pour les apiculteurs. Pour mémoire, concernant la résistance des populations de varroa à certains principes actifs, c'est des choses qui ont été constatées depuis 1995 avec le clofluvaminate, actif du Pakistan. Ce médicament avait été utilisé pendant de très nombreuses années et le monde alternatives a fait que maintenant, beaucoup d'apiculteurs se sont orientés vers l'utilisation de la nitrase, avec malheureusement apparition aussi de problématiques de résistance. Donc, des cas d'échec avec le traitement Apivar en nitrase ont été caractérisés depuis plusieurs années déjà. Et il existe des populations résistantes ou qu'on appelle aussi parfois intermédiaires, c'est-à-dire sur lesquelles l'efficacité est loin d'être optimale, et des colonies sensibles. Et la difficulté est de faire la part des choses au sein d'un rucher, entre des tests de laboratoire et qui se passe réellement sur les ruchers. C'est compliqué de faire une interprétation juste sur des tests de laboratoire. On manque encore une cartographie très intéressante d'avoir ça, région par région, ou même département par département, on va avoir plus proche encore, pour avoir une idée de où se situent les souches résistantes. Mais la problématique, c'est que les apiculteurs échangent des essaims, et donc on peut très bien, en achetant un essaim, acheter une population déjà partiellement résistante à telle ou telle molécule. En sachant que concernant le thymol, on a aussi des résistances. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc, l'idée pour l'apiculteur, c'est absolument d'agir sur le point sur lequel il peut agir lui, puisqu'il n'a pas d'impact sur la résistance ou pas des varrois. Donc, c'est d'abord de respecter les caractéristiques, le résumé des caractéristiques produits, c'est-à-dire respecter l'utilisation comme elle est indiquée dans la notice. Par exemple, on dit maintenant sur beaucoup de médicaments, enfin sur beaucoup de notices, les médicaments devant être utilisés dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre le varroa. Qu'est-ce que la lutte intégrée? C'est les comptages avant, les comptages pendant, l'observation des colonies pendant le traitement aussi, et les comptages après traitement. La quantité d'acariens doit être systématiquement contrôlée. Et on peut lire aussi dans pas mal de notices, et notamment varomètre, que l'efficacité n'a été étudiée que dans des ruches présentant des taux d'infestation par les acariens faibles à modérés. Alors ça, ça peut largement expliquer les échecs de traitement, parce que on est confronté, nous, très régulièrement à des remarques d'apiculteurs qui nous disent que le produit n'est pas efficace, et effectivement, quand on regarde les taux avant traitement, ben, s'il y avait des quantités astronomiques de varroa et en plus du couvain perculé, on peut tout à fait comprendre le problème d'efficacité. Et dans ce cas, on n'est pas confronté forcément à un problème de résistance. Il faut éviter d'aggraver les situations de résistance quand elles sont présentes. Pour cela, respecter les délais d'utilisation, notamment pour les lanières. On doit les retirer au bout du temps qui est indiqué sur la notice. On respecte les dosages quand on utilise des produits sous forme type, par exemple, ou quand on fait des échanges, respecter absolument les dosages. Par exemple, 5 ml d'oxylie par
cadre, c'est pas 4 millilitres, c'est pas 7 millilitres, hein, c'est important. Respecter les temps d'application. L'intérêt d'utiliser des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, c'est que ça garantit un certain degré d'efficacité dans les conditions d'utilisation qui sont encadrées. Ces efficacités ont été calculées par les laboratoires. Ça garantit également la sécurité pour l'utilisateur, pour les colonies, sachant que le principe actif, il doit avoir une activité acaricide contre le varroa, mais il doit aussi, ce sont souvent en fait des produits qui ont aussi des vertus insecticides, et donc protéger les colonies d'abeilles. Et bien sûr aussi, ça garantit une sécurité pour le consommateur des denrées issues de la ruche, sachant que, comme on l'a toujours dit, l'apiculteur est responsable de toutes les denrées qu'il produit. Alors, comment on anticipe les résistances? Ça, c'est la question qui serait fondamentale à connaître, mais qui est compliquée. Pour cela, on a deux moyens. Déjà, d'une part, connaître la qualité des cires qu'on utilise, notamment des cires de renouvellement, parce qu'on sait pertinemment que les cires contiennent régulièrement des quantités de pesticides en nombre plus ou moins important, et notamment une des molécules qu'on retrouve le plus souvent, c'est le tofluvalinate, qui est contenu dans le médicament en question. Et si les cires contiennent déjà des quantités, par exemple, de tofluvalinate importantes, on sait que des souches de varroa peuvent s'être développées en devenant résistantes au tofluvalinate. Alors, la problématique, c'est que faire analyser ces cires, ça a un coût déjà, et puis, malheureusement, tous les apiculteurs ne peuvent pas réutiliser leur cire, et on est obligé d'acheter des cires issues de France ou de l'étranger, parce qu'on ne trouve pas assez en France. Tant qu'on n'aura pas des critères de qualité de cire qu'on peut utiliser, on va confronté à des problèmes potentiellement de résistance. Et deuxième possibilité, on peut analyser des sensibilités de populations de varroa vivants en envoyant donc des cadres contenant couvains calculés sur lesquels on sait qu'il y a des seuils de varroa assez importants. Tout ça, ça s'envoie donc réfrigéré laboratoire Rapino, par exemple, qui va derrière nous comparer en fait les populations de varroa avec les populations de référence qui n'ont pas été soumises à des traitements initialement, et qui va nous sortir la sensibilité entre donc souches sensibles, souches résistantes ou souches intermédiaires. Malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'entre ce qu'on fait au laboratoire et l'interprétation qu'on en fait sur le terrain, il y a un fossé et qui est difficile à combler. À cela s'ajoutent les problèmes de coût, de délai. Et malheureusement, pour l'instant, on est plus dans le domaine laboratoire que réellement dans le domaine du terrain. C'est plus quelque chose qui permet un suivi de résistance globale chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on constate un cycle de traitement? Il faut en parler, clairement. Il faut systématiquement les faire remonter, soit on contacte son VDS, soit son ADA, soit son vétérinaire, pour avoir une aide technique et essayer de réagir au plus vite. Deuxième chose, en cas d'anomalie, d'affaiblissement des colonies, on fait une déclaration à l'Observatoire des mortalités et affaiblissement de l'abeille. C'est important parce que ce sont des données épidémiologiques qui vont remonter, permettre d'accumuler les problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Et on peut également, on doit, si possible, faire un dossier de pharmacovigilance. Alors, la pharmacovigilance, qu'est-ce que c'est? On passe à la diapo suivante. C'est un dispositif de surveillance des médicaments qui dispose d'une AMM, dossier qui est géré par l'ANSES. Ce dossier donc recense les effets indésirables, inconnus et connus,
leur fréquence, leur gravité, les manques d'efficacité qui sont supposés. Par contre, pour faire des déclarations de pharmacovigilance, il faut quand même qu'on ait des données étayées de manière à avoir des suspicions de manque d'efficacité qui soient concrètes. Pour ça, on ne peut pas se contenter de dire j'ai posé des lanières, les risques sont morts, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il faut systématiquement des comptages avant, des comptages ou l'observation de symptômes pendant et après traitement. Et plus les dossiers sont nombreux et étayés, plus ils auront de valeur et plus l'agence du médicament peut remettre en cause certains médicaments ou demander au laboratoire de revoir leur copie ou la galénique de leurs produits afin d'essayer d'enrayer le problème. Donc, ce sont les conséquences qu'on peut avoir auprès des laboratoires. On voit pour d'autres médicaments dans d'autres productions animales, certains médicaments peuvent être retirés du marché, ils peuvent recevoir supprimer temporairement leur autorisation de mise sur le marché, le temps que le labo ait refait des études prouvant l'efficacité ou l'absence d'effet secondaire de médicaments. Voilà. Alors, il faut savoir, ensuite, j'ai un problème. En cours de traitement, donc, en cours de traitement ou pendant le traitement, l'observation des colonies est primordiale. Ça remplace jamais les comptages. Tuteur, un user de n'importe quel espèce animale doit être capable de s'assurer de la bonne santé de ses colonies par des observations régulières. Et donc, il faut ouvrir ces colonies systématiquement. Ce n'est pas parce qu'on a fait un traitement qui va durer tant de temps qu'on est tranquille et qu'il faut partir en vacances. C'est bien plus compliqué que ça maintenant. Après un traitement, le comptage, ça permet soit de se rassurer, de dire voilà, le traitement a été efficace, très bien, soit de se donner la possibilité de réagir rapidement si on s'aperçoit de problème de manière précoce, pour redresser des situations qui peuvent être catastrophiques. Et également, les comptages permettent de pouvoir signaler des défauts d'efficacité suspectés des médicaments. Conclusion, plusieurs possibilités pour les traitements de rattrapage. Il faut savoir se poser les bonnes questions, comme l'a dit Marie, et choisir la stratégie la plus adaptée à ces colonies. Le temps de contrôle, le matériel, son technicité, et ne pas hésiter à se faire accompagner par les sanitaires qui sont là pour essayer de conseiller au mieux les agriculteurs. Si tout le monde traite au mieux le varroa, on rappelle une pathologie collective. Donc, si tout le monde traite, tout le monde traite bien, on va pouvoir espérer des résultats optimaux. Voilà. On est arrivé à la fin de ce 5e webinaire. On vous remercie pour votre participation. On vous donne le rendez-vous le 20 octobre pour un nouveau webinaire qui s'appelle « Mettre en œuvre son traitement hivernal ». Donc, on parlera toujours de la lutte contre varroa. Voilà, et ben, je vous remercie et à bientôt. Et bonne journée.